C'est toujours difficile d'imposer le silence quand il y a Pascal Lagesse. Merci pour votre présence. Nous remercions encore une fois Petrus Mock et plus particulièrement Julien Glan et Michel Despéville pour la disponibilité des lieux à chaque fois qu'il y a un lancement. Pour le plus important, ce n'est pas l'auteur, mais de retrouver des amis qu'on n'a pas retrouvés depuis des années, à l'instar d'Olivier et de Daniel. On aurait pu s'arrêter là et ne pas continuer. Alors, une longue expérience dans la presse, sur les ondes et dans le domaine de la communication, et une riche expérience des relations humaines en politique m'ont appris ce qu'il faut à tout prix éviter quand on présente un auteur aux prétentions humoristiques. C'est surtout de ne pas faire de l'humour comme lui. En premier lieu, dans un lieu pareil, il est imbattable. Il est parmi les siens. Forcément, quand on voit les membres de la famille qui sont là, les amis, les anciens de l'institution qu'il a fréquentée. Et si l'envie vous prend de faire de l'humour, c'est essayer de faire mieux que lui. Alors là, ça va être très difficile. C'est dire que malgré le sens de l'humour qu'on se plaît à me reconnaître, je ne vais pas tenter le diable aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, j'ai même pas arraché un sourire. C'est vachement laborieux. Pardon ? Il y a des gens qui sont encore derrière. On peut approchez-vous. Il y a de la place alors. Allez, approchez-vous. Tu as commencé à servir du vin, du bon vin derrière, non, quand même. Ça va. Alors le titre de ce recueil de nouvelles est, et là je prends mon souffle, petites histoires qui font sourire, peut-être rire, ou pourraient vachement plomber l'ambiance. Il n'a pas dû se lever tôt pour trouver ça. Michel Gauquet, de l'imprimerie Papeterie Commerciale, a dû lui faire croire qu'il sera payé au mot, forcément. Du moins pour le titre, sinon, il n'aurait pas choisi la brièveté de la nouvelle. Il aurait écrit les Mémoires d'Outre-Tombe, du côté de chez Swann de Claude François. Non, pas de Proust, forcément. Et dans ce genre de situation, quoi qu'il en soit, point de digression, je tiens à rassurer Pascal Lagesse qu'il y a aussi des présentations qui peuvent plomber l'ambiance. Exemple, il n'est un secret pour personne que Pascal a fait de brillantes études dans un prestigieux établissement qui a été aussi le mien, le collège Boudjari. Où, comme on le sait, les collégiens, au collège Boudjari, se dopaient aux grands classiques des littératures anglaises et françaises. Là, je sens un léger malaise. Ah, c'était le collège Saint-Esprit. Si je n'ai pas encore réussi à plomber l'ambiance, je vais parachever l'heure en disant qu'une omerta, jusqu'à tout récemment, a dissimulé le fait que certains éléments de cet établissement se prennent pour des poètes maudits et de vouloir t'entêter d'autres saints comme synthétique. C'est bon. Excusez, c'est vraiment facile. J'ai pas pu m'en empêcher. Pascal Lagesse a pour sa part trouvé d'autres paradis. Celui de la peinture qu'il pratique sans abuser du tinet. C'est depuis 1985, avant de se lancer dans sa première exposition à la Galerie Max Boulet en 96, suivi d'autres en 98, 2000 et 2014.
Dans son cas, on ne peut pas dire que la peinture mène à tout, car de toute évidence, il n'est pas devenu peintre en bâtiment, mais en revanche, gros planteur, manifestement, pas par la superficie de ses plantations, quelques ratis rachitiques et des roquettes dont j'attends toujours un petit paquet. Plus sérieusement, on lit d'abord les premières nouvelles, les 3 premières nouvelles de son recueil, avec bienveillance, parce qu'on connaît le personnage, parce qu'on a le sentiment d'entendre sa voix, et parce qu'on a dit qu'il a le sens de l'humour, on se plaît inconsciemment à y croire. Or, à mesure que l'on progresse dans la lecture, l'on se rend compte que ce gaillard a du talent et assez singulier, celui de faire de l'humour tout en provoquant la réflexion sur des sujets éminemment sérieux. La religion, la politique, le pouvoir, la corruption, la justice, l'être et le paraître, et aussi l'amour. Et c'est important. Toutefois, compte tenu de ces rondeurs, les rondeurs du personnage, je veux dire, il est évident que cet humour n'est jamais méchant, qu'il est même, sans être péjoratif, bon enfant, tout en étant parfois caustique. Il est de notoriété publique que, là je vais mettre les pieds dans les plats, que seuls les gens secs sont méchants. Oui, Gilbert. Sinon, Shakespeare n'aurait pas pu décrire Cassius dans Jules César, qui, selon lui, has a mean and angelo. Oh, merci, est méchant, qui tient la dague et qui poignarde dans le dos. Alors, cette définition me rappelle un peu, parce qu'avec raison, s'il aime le cinéma, un peu comme Jack Palance dans Shane. Il n'est pas Jack Palance, manifestement. Shane, l'homme de la vallée perdue. Et pour les amoureux de cinéma dont il fait partie. Prolongeons. On imagine mal, par exemple, Ross Cartwright dans Bonanza, tirant sur Alan Ladd, à la fin du film, par exemple. Ou tirant une balle dans la tête d'un gosse, comme le fait Henry Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest. Et là, c'est Iqbal qui a trahi un secret. On est trahi que par les siens, que par ses amis proches. Ah, ça, c'est sûr. Et vous n'êtes même pas encore arrivé sur les marches du Capitole quand, regardant le film Les Affranchis, Les Incorruptibles, de Brian De Palma, avec Sean Connery dans le rôle de Malone. Alors, je ne risque pas de plomber l'ambiance en vous racontant la fin. Sean Connery meurt, manifestement, dans le film, dans une mare de sang, le traîne, etc. C'est dégueulasse. Alors, il a écrasé une larme pendant la projection. C'est dire la sensibilité de cet homme, pleurant la mort de Sean Connery dans Les Incorruptibles. Cela dit, ces petites histoires n'ont aucune chance, vous devinez, aucune chance de décrocher le prix Nobel. Parce que pour une vulgaire... Parce que pour une vulgaire histoire de cul, le prix Nobel ne sera pas décerné cette année. Et ça, il a frôlé le prix Nobel. Par la qualité, par l'intelligence du cœur. Mais c'est pas pour autant qu'on va bouder notre plaisir. Faites comme moi, prenez votre pied, lisez ce roman, ce recueil de nouvelles. Et je suis sûr que le Collège de Saint-Esprit, les anciens du Collège de Saint-Esprit, les Old Boys, ne vont pas rester insensibles à ce recueil parce que vous allez tenir votre dîner annuel le 26 octobre prochain. Donc, on peut vendre autant de bouquins là. Voilà. Merci.
Bon, je suppose, après m'avoir entendu, il n'y a aucune raison d'entendre l'auteur. Bon, on va lui laisser la parole quand même, bien sûr. Et il a promis de lire quelques versets de la Bible. Oui. Je crois que c'est parce que les dînans sont là. La Genèse. Les dînans sont là, je crois, non? Oui. Et lire une nouvelle pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Pascal. Merci. J'ai appris. Et merci de tout cœur d'avoir accepté cette invitation ce soir. Je voudrais remercier ici la librairie mauricienne et Enessi Parcotel d'avoir organisé ce lancement. Un gros, énorme merci à Finlay Salès qui m'a offert cette belle opportunité. L'extraordinaire travail que fait Finlay pour la promotion de l'art et de la culture me touche beaucoup. Et je pense qu'on pourrait l'applaudir une deuxième fois. Ça va, c'est bon. Alors j'ai un dilemme ce soir. Car il y a 2 semaines, j'étais ici même et je parlais à Alain Gordon-Gentil qui se cache. Il se cache où? Et à Karl de Souza, qui sont, comme vous le savez, 2 éminents écrivains mauriciens. Je voulais faire mon faiseur en parlant littérature avec eux. Pascal, tu sais, j'ai toujours aimé les récits d'Homère. Ouais. Moi aussi, j'aime aussi son fils, Bart. Ouais, non, c'est bien. Alain m'avait dit qu'il n'aimait pas les longs discours et qu'il avait tendance à partir avant la fin. Il est parti tout? Non, il est là. Et Karl disait, lui, qu'il aimait bien quand on lisait un extrait d'un livre. Alors, je notais ces informations et je me rendais compte que si je lisais un extrait du livre, Alain s'en irait, car ce serait trop long. Et si je ne le faisais pas, Carlo quitterait la salle en fureur. J'ai pas dormi depuis 2 semaines. Finalement, je me suis dit, alors là, il faut que j'ajoute Hathor, qui ne serait pas là pour mon lancement. Mais non, ils sont là. Bon, j'ai fait comme j'avais envie finalement. Petites histoires qui font sourire, peut-être rire. Vous pourrez vachement plomber l'ambiance. Voilà un titre qui a fait couler beaucoup de salive. Je suis le seul à connaître le titre entier. Noah, qui a écrit le livre pour moi. Pourquoi? On va coller l'histoire que j'ai imaginée. Voilà. Pourquoi un titre aussi long, on m'a dit? On n'arrive pas à donner le titre de votre livre quand on va en librairie. Arrivé à la fin du titre, on a oublié le début. Bref, j'ai eu des reproches amers. Ces 10 petites histoires, parmi d'autres, dorment dans mes tiroirs depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est mon ami Gilbert Annie, à qui j'avais fait lire une d'entre elles, qui m'a donné le courage de les publier. Et je voudrais lui dire un grand merci ce soir. Je voudrais dire merci aussi à Michel Coquet qui était là, qui est toujours là, Michel, qui imprime les livres de la famille. Je l'ai mis à l'arrière du livre. Qui imprime les livres de la famille depuis 47 ans. Courage, hein? Voilà, quelqu'un de très courageux, ben lui aussi je lui fais un grand merci et un grand bravo. Finalement, un grand merci à ma femme, Carole, sans qui je ne serais pas là devant vous ce soir. Sans son amour et sa patience, je n'aurais pas eu la force de publier ce livre. Elle a toujours été là pour moi dans les moments difficiles. Et je voudrais lui dire encore une fois, la dernière fois c'était à la radio, que je l'aime plus que tout. Je vais maintenant vous lire, Carlo. Hein?
Sorry Alain, je vais maintenant vous lire Carlo a gagné. Une petite histoire qui s'appelle Le moral du père. Et je demande à ceux qui étaient présents au Centre culturel d'expression française vendredi dernier de bien vouloir m'excuser car cette histoire a été lue au cours de cette soirée par Yvan Martial. Sur 10 histoires, il a choisi celle que j'allais lire pour vous. J'y vais. Il me faut vous dire que ça commençait à me coûter une vraie fortune. Une séance par semaine depuis 15 ans, mon pauvre porte-monnaie maigrissait à vue d'œil. On l'aurait aisément soupçonné de souffrir d'anorexie monétaire aiguë. Il me faut aussi vous dire que je suis plus ou moins fêlé. Souvent, plus que moins. Mon cerveau carbure au charbon avec un moteur à piston du 19e siècle. C'est sans aucun doute la raison pour laquelle il a souvent quelques ratés. Il ralentit devant les obstacles et s'arrête dans les montées. En langage moderne, ça s'appelle une dépression récurrente. Je dois aussi avoir des court-circuits dans les neurones. Pour essayer de contrecarrer cette mécanique défaillante, je me suis entouré de psychiatres, de psychologues, de psychotropes. L'achat régulier de boîtes de pilules magiques a asphyxié mon portefeuille et finalement dynamité mon compte en banque. Afin de renflouer mes caisses, je me suis procuré un bouquin qui, grâce à Dieu, m'a permis d'endiguer la fuite de mes capitaux, intitulé « La psychiatrie pour les nuls ». Ce livre providentiel m'a ouvert la porte de l'automédication. Grâce à ma maîtrise de l'informatique, j'ai acheté un diplôme en psychiatrie dans une université réputée de Nietsgrove, en Moldavie. Je me suis ensuite mis à mon propre compte afin de soulager, à bas prix, mes propres problèmes mentaux et dans un but altruiste, ceux des autres. Bien sûr, ayant des frais, il m'a fallu réclamer quelques poignées de dollars pour les soins que je prodiguais. Avec le temps et l'aide de mon bouquin, j'ai commencé à avoir une clientèle de tarés que je soigne au gré de mes fantaisies. J'ai même réussi à guérir un patient. C'est vrai. Il était 20h30 quand il a téléphoné à la maison. Je m'en souviens car l'heure était inscrite sur mon portable. Je regardais tranquillement Scène de ménage sur M6 quand mon téléphone s'est mis à briller avant de produire des arpèges de harpe accompagnés de chants célestes. J'ignorais qu'il possédait cette sonnerie. Curieux, j'ai décroché le combiné et une voix féminine m'a parlé. Un instant, docteur, je vous passe le père. L'opératrice m'a ensuite mis en attente avec une petite musique douce, propice à la patience. Le père de qui? M'interrogeai-je, pourvu que ce ne soit pas le papa furieux d'un de mes patients. Je fus saisi d'angoisse instantanée et je décidai de raccrocher le téléphone au moment où il me parla. Docteur Lagesse, résonna une voix grave mais douce. Ça dépend. Docteur, c'est un titre que... Enfin, c'est à quel sujet? Vous êtes le père de qui? Je suis Dieu le Père et j'ai besoin de ton aide. Serais-tu libre demain à 7 de vos heures et 30 de vos minutes? Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, entre autres. C'est une plaisanterie. Soudèche, c'est toi? Non, je ne suis pas Soudèche. D'ailleurs, étant donné que je sais tout, je peux te dire sans hésitation qu'en ce moment, Soudèche est sous la douche. Pour en revenir, je suis vraiment le créateur de toutes choses. Ah, voilà, Soudèche a terminé. Il prend sa serviette. Le Dieu? Tu en connais d'autres? Me demanda Dieu. Oui, enfin, non. Vous cherchez un psy, vous? Oui, j'ai besoin d'un conseil, me répondit l'être suprême. Un conseil de moi? Mon Dieu. Oui? Non, je disais mon Dieu. À moi-même, c'est une expression de surprise. Ah, désolé. C'est bon pour demain matin? Oui, monsieur. Comment dois-je vous appeler? Demandai-je un peu perdu. Ah, j'ai tellement de noms. Dieu, ça ira. Et il raccrocha. Carole?
Ma femme, intriguée, me demanda qui était au téléphone et je lui répondis que c'était un futur client. Un client qui s'appelle Dieu? Oui, enfin non, pas Dieu, enfin. Tu vois un peu Dieu m'appeler, moi, au téléphone, dis-je, accompagné d'un rire faux. Tu as du mal à comprendre. C'est en fait de par Dieu. Il est à Maurice, il a besoin de moi. De par Dieu a besoin de toi? Incroyable. Tu n'as pas idée. On frappa à la porte de mon bureau à 7h30, précise. J'avais passé la nuit à me demander à quoi pouvait bien ressembler Dieu. J'avais en tête les gravures de Gustave Doré. Je m'attendais à voir un buisson ardent devant ma porte, mais la vérité fut tout autre. Dieu m'apparut ce matin-là sous l'apparence d'une vieille femme aux grands yeux verts et vêtue d'une robe en tissu fleuri. Il se rendit compte de mon étonnement. Oh, j'ai pris la première apparence que j'avais sous la main, me dit Dieu, en entrant dans mon cabinet. J'étais très gêné d'être l'imposteur que je suis devant le Très-Haut. Et dans un élan d'honnêteté, je me confiais. Dieu, je dois vous avouer que tu as acheté ton diplôme à 317,99 € et que tu es un charlatan, m'interrompit-elle. Je sais tout, je suis Dieu. Et malgré ça, vous m'avez choisi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi pas? Me répondit-elle en s'allongeant sur le canapé. Vous savez, il y a des psys très doués qui feraient un bien meilleur boulot que moi. Ça, c'est sûr. Mais tu m'inspires confiance. Moi? Inspirer confiance? Tu as une belle âme et elle a besoin d'un grand coup de balai. Je pris mon carnet de notes et je m'assis confortablement dans un fauteuil en cuir. Qu'est-ce qui vous amène? Demandai-je, l'air faussement léger. Dieu lâcha un long soupir. J'ai une crise de foi, enchaîna-t-elle. Comment ça, une crise de foi? Vous n'avez plus foi en quoi? En vous-même? Demandai-je. J'avais foi en vous, les hommes. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Attendez un moment. Dieu a foi en l'homme, mais c'est le monde à l'envers. Qu'un créateur ait foi en sa création, pourquoi est-ce si surprenant? Demanda Dieu. C'est vous l'être suprême, vous êtes en quelque sorte le top du top, le patron, le boss. On a généralement foi dans quelque chose de plus grand que nous, non? Pas nécessairement. J'ai insufflé en vous tous mes espoirs, j'ai cru en vous. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. L'humanité vous a déçu. Oh, je ne suis pas déçu, car je connais l'avenir sur le bout des doigts. Je ne peux être déçu, en colère ou triste. En créant l'humanité, j'ai placé en vous une faculté divine qui aurait pu vous permettre de me surprendre. Je voulais à tout prix connaître la surprise de l'imprévu. Aujourd'hui, j'ai peur que ma démarche soit vouée à l'échec. Une faculté divine? Oui, le libre arbitre. La capacité à faire le bien ou le mal, répondit Dieu en me fixant du regard. Dans mes premiers essais, je n'avais pas fait autant de concessions. Aux premiers essais, demandai-je surpris. Maintes fois j'ai créé et maintes fois j'ai effacé mon œuvre pour tout recommencer. Et vous songez tout effacer de nouveau? Demandai-je avec un certain effroi. C'est possible. Je pourrais ensuite me retirer. La retraite? Ce n'est pas un peu drastique. Bafouillai-je? Prenez un peu de recul, allons. Des vacances, une cure. Dieu ne se repose pas. Pourquoi n'envoyez-vous pas un émissaire sur terre pour tout arranger et racheter les péchés? Dieu me regarda intensément. Oui, c'est vrai. Continuai-je. La dernière fois, on vous l'a crucifié. Dieu leva les yeux au ciel. Seigneur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais vous pouvez la surmonter, enchaînai-je. Je crois en vous, moi. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de bon dans l'humanité. Nous ne sommes pas tous mauvais, dit celui qui a acheté son diplôme pour escroquer les faibles d'esprit. Bon, je ne suis pas un bon exemple. Mais c'est avec du fumier que l'on fait les meilleurs terroirs. Tu t'enfonces, me dit Dieu. Bon, écoutez-moi. Au lieu de détruire tout l'univers, pourquoi ne pas balancer un bon déluge sur Terre? Nettoyer tout ça. J'ai déjà essayé le déluge, les grenouilles, la grêle, etc. À chaque fois, vous recommencez à faire le mal. Non, je crois qu'il est temps pour moi de passer la main. Quoi? Vous voulez vraiment prendre votre retraite? Mais qui vous remplacera? Votre fils. C'est une possibilité. Le petit est amour.
Il croit dans le pardon, la générosité et tout ça. Moi, je suis plus tremblement de terre, statue de sel, déluge, comme dans l'Ancien Testament. Écoutez, je ne voudrais pas m'immiscer dans vos affaires de famille, mais peut-être qu'il serait temps d'essayer la méthode douce. Tu le penses vraiment? Mon Dieu, je sais que vous avez fait de votre mieux. Mais c'est un fait que le chaos ne résout rien. Donnez libre champ à votre fils et laissez-le essayer sa méthode pendant quelques millénaires. Si ça ne marche pas, vous pourrez ensuite atomiser l'univers à votre guise. Dieu s'assit un moment sur le bord du canapé et parut réfléchi à longuement. Elle gardait les yeux braqués sur moi sans prononcer un mot. Finalement, la vieille femme se mit debout, s'approcha de moi et me serra la main. « Tu viens de retarder la fin du monde, me dit-elle en souriant. Je rentre à la maison, annoncer la décision au fiston. La vieille femme quitta mon cabinet de consultation et referma la porte derrière elle. Je restai un long moment à regarder cette porte fermée. Le temps était venu pour me convertir à l'honnêteté. Des millénaires d'amour, de paix et de bonheur pointaient enfin à l'horizon. L'ère du Verseau venait sans doute de commencer. Bon, nous sommes arrivés au moment du lancement. C'est le moment tant attendu par Finlay. Où... On lui a demandé de faire striptease, non? Où tu lances? Où tu es? Ouais? Allez, vas-y! Merci beaucoup à tous. Comme c'est un peu la formule, l'auteur va dédicacer son livre dans l'autre pièce. Moi, je pose la question parce que là, j'ai touché votre livre, j'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un écrire dans ce style-là, oui. C'est Yvan Lagesse. Ah, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Ben écoutez, certainement j'ai certains côtés de mon papa qui sont restés obligatoirement. Mais par contre, la seule chose que lui, je suis chagrin qu'il n'ait pas fait, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup d'histoires imaginaires. Il a beaucoup plus écrit sur le pays avec comment vivre à l'île Maurice en 25 leçons, etc., etc. Mais je pense qu'il aurait fait merveille s'il était parti dans plus quelque chose de romanesque. C'est de l'humour parce que vous dites sur votre couverture, petites histoires qui font sourire. J'espère. C'est l'imagination, ce sont des qui sont arrivées, que vous avez édulcorées, vous avez réécrit. Toutes les histoires là sont des histoires que j'ai rêvées en grande partie. Ce sont des rêves que j'ai remis après ça en histoire, en brodant naturellement certaines choses. Mais il y a des histoires qui sont touchantes, il y a d'autres qui sont où on va sourire et d'autres, j'espère, où on va rire. Et certains qui vont plomber l'ambiance gravement. Pourquoi vous voulez plomber l'ambiance? Non, je ne veux pas obligatoirement, mais vous savez, ce que je voulais, c'est de ne pas simplement écrire des histoires amusantes, des histoires rigolotes et un peu bouffons, je dirais. Je voulais aussi pouvoir écrire quelques histoires qui sont un petit peu plus profondes par rapport à ce que j'aime et ce que j'ai envie de dire. Donc, il y en a quelques-unes qui sont, allons dire, vraiment pas amusantes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire au fond de vous-même? Qu'est-ce que vous voulez dire? Au fond de vous-même, au fond de moi-même, je veux dire que je ne suis pas simplement un bouffon. Parce que, allons dire que généralement, j'ai toujours fait du théâtre et des pièces amusantes et des boulevards et des pièces comiques. Mais vous savez, quand vous êtes gros, on a tendance à dire « Ah, lui, il fait rire, lui, il est comique ». Mais je voulais, cette fois-ci, dans ce livre-là, montrer qu'il n'y a pas que ça. J'ai beaucoup hésité. Au départ, je devais peut-être
faire un livre avec que des histoires amusantes, parce que j'en ai d'autres. Et puis je me suis dit, non, ça serait bien de montrer une autre facette de ce que je suis. Quand vous dites le gros fait rire, moi aussi je suis quoi? Est-ce que le gros fait vraiment rire ou bien c'est une image? Ah, c'est une image. C'est pas l'image que j'ai moi, c'est une image que les autres ont. Et on a toujours tendance à se dire, ah ben lui, il est rigolo. Mais bon, allons dire que dans ma vie, j'ai beaucoup plus d'impression d'être pas rigolo que rigolo. Ça a été... Comment est venue l'idée d'écrire ce livre? Ah, le livre, les petites histoires, je les ai écrites depuis 15 ans, 20 ans. Ils sont restés dans mon tiroir, je n'ai jamais voulu publier, je ne devais pas publier. Je ne devais surtout pas publier quand mon papa et ma grand-mère étaient vivants. C'était pour moi impossible d'aller publier le livre. Et puis ça, il y a quelques années, j'ai fait lire une des histoires à mon ami Gilbert Annie, qui m'a dit, mais il faudrait publier. Et donc je lui ai dit, tu es fou. Et puis c'est resté comme ça pendant 2 ou 3 ans. Et puis un jour je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais publier, on verra bien ce que ça donne. C'est votre premier ouvrage, il y a quelque chose d'autre? Vous avez d'autres histoires drôles? Ah, j'ai beaucoup de choses. Le tiroir est encore bien rempli. C'est-à-dire ça, il déborde ou... Non, il déborde pas, mais il y en a d'autres qui sont là en magasin. Je vais voir comment celui-là... Vous pensez vraiment, si le livre est un succès, vous pensez que d'ici 2020, disons 2 ans pour celui-là, 2020, vous plombez encore une fois l'ambulance? Mais même si c'est pas un succès, je crois que je peux pas en tout cas m'empêcher d'écrire, ça c'est sûr.